Voilà, normalement ça tourne. Je démêle mes fils et on est bon. Et ouais, l'invité du jour c'est Swiss CryptoCat qui est bien connu dans l'écosystème, mais il va venir se présenter un peu plus tard. Je crois qu'il était sur la route, il devrait arriver normalement. Ok. Donc, bon, mes petites intro comme d'habitude et ensuite place à l'actu. Du coup, bienvenue, bonjour à tous dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Je suis avec Benjamin comme tous les mardis à 18h sur Clubhouse. Et comme chaque semaine, on vous parle d'actu, on vous parle de sujets spécifiques et on reçoit des invités à chaque fois de marque. Et cette fois-ci, ça sera Swiss CryptoCat, comme je le disais il y a 30 secondes. Comment vas-tu, Benjamin, depuis la semaine dernière et tous ceux qui sont dans la room et qui nous écoutent régulièrement? J'espère que tout le monde va bien. Oui, merci, ça va très bien. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tout le monde que vous pourrez lever la main plutôt vers la fin de l'émission, je pense un quart d'heure avant la fin, donc 7h moins le quart. On vous donnera la parole, pourrez lever la main, on vous invitera sur scène et vous pourrez poser vos questions ou faire part d'un témoignage ou faire parler notre invité. Ouais, ça va bien, d'autant que je me tiens vraiment au courant de ce qui se passe sur l'actu NFT. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, ça commence à vraiment prendre une effervescence incroyable autour des collectibles, je dirais principalement. Alors on pourrait expliquer un peu l'idée du collectible, mais ouais, ça va bien. En plus, globalement, la crypto-monnaie, au niveau de l'adoption massive, est en train de prendre forme aussi, hein. Le Bitcoin fait parler de lui beaucoup et c'est évidemment un vecteur essentiel pour l'adoption du NFT. Il faut que les gens comprennent ce qu'est une crypto-monnaie, comprennent la blockchain pour avoir confiance dans le NFT. Et pour se dire, bah oui, je comprends pourquoi les gens mettent autant d'argent dans des œuvres d'art NFT ou dans des collectibles NFT ou dans des petites créations digitales, enfin je dis petites, qui ont l'air anodines comme ça, mais qui en fait derrière véhiculent beaucoup de choses, beaucoup de références culturelles. Et les gens, pour qu'ils comprennent ça, il faut qu'ils comprennent l'écosystème autour du NFT, c'est-à-dire la crypto-monnaie et la blockchain. Donc on parlera de ça. Yes, carrément avec plaisir. En actu, je sais que tu as de l'actu pour nous, Benjamin. J'en ai aussi, donc peut-être commence et je complète. Ouais, moi tu me connais Florent, moi je viens du milieu de l'art contemporain, enfin l'art traditionnel on va dire. Donc je regarde ce que font les grandes galeries de l'art contemporain, celles qui font la pluie et le beau temps sur les marchés de l'art, sur la présence des galeries d'art pardon, dans les grandes foires d'art contemporain, que ce soit la FIAC à Paris ou Freeze à Londres ou Art Basel en Suisse. Donc moi je regarde ce qu'ils font et parce que je pense que eux vont donner le ton, vont créer une tendance et vont établir des ponts entre ce milieu du NFT, donc qui est très crypto-addict pour l'instant. Donc c'est un milieu, je dirais encore confidentiel en fait pour l'instant, et le monde de l'art contemporain, les collectionneurs traditionnels qui aiment acheter des tableaux, qui aiment acheter des sculptures, qui aiment les installations. Et je suis ça de près. Et je trouve que ça va plutôt vite. Je suis même assez surpris. Je pensais que ça prendrait encore plusieurs mois. Mais là, je vois que je parle souvent de cette galerie Koenig, là, Johann Koenig, qui est un grand galeriste basé à Berlin, qui est de toutes les parties dans l'art contemporain. Il est dans toutes les grandes foires. Et lui, il pousse ses artistes à créer des œuvres digitales ou à digitaliser des œuvres traditionnelles pour investir le marché du NFT. Alors donc Koenig, on l'avait déjà vu, Johan Koenig, on l'avait vu sur Decentraland, hein, qui est un métaverse très réputé pour l'instant, qui tient le haut du pavé, qui est un métaverse plutôt gaming où on peut circuler avec un avatar et on peut circuler dans des musées, dans des galeries d'art, dans des collections de NFT. Donc les gens, des particuliers, montrent les NFT qu'ils ont achetés dans des pièces virtuelles dans ce métaverse qui est Decentraland. Et donc, cette galerie Koenig avait déjà proposé une exposition en juin sur ce métaverse. Et là, maintenant, Koenig s'investit dans un site web que je vous recommande d'aller voir qui s'appelle MISA. Donc, c'est misa.art. Et c'est un site web qui fait un pont entre l'art classique et le NFT. Donc, quand vous allez sur le site, il y a par exemple des tableaux, des sculptures à acheter, et vous avez des NFT. Et on vous dit, par exemple, il y a un grand artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Erwin Worm,
donc Erwin Wurm, W-U-R-M, qui lui fait des sculptures depuis déjà 20 ans, hein. Il est très connu dans l'art contemporain. Donc il fait des sculptures assez étranges, c'est-à-dire que c'est très ironique. Donc il prend des voitures de sport et elles sont gonflées à l'hélium. Alors, mais tout ça est fait de manière remarquablement sculptée. Et il filme, donc il propose un NFT de cette voiture, par exemple. Donc il va faire une vidéo de la transformation de cette voiture. Donc évidemment, on sent bien qu'un artiste 3D a travaillé avec lui. Donc ça aussi, j'aime bien l'idée qu'un artiste traditionnel s'associe avec un artiste 3D. Et ils ont créé une vidéo qui dure 15 secondes, où on voit la voiture, c'est une Porsche en l'occurrence rouge, se transformer et se gonfler à l'hélium presque, et devenir totalement difforme. Et donc ça, c'est un NFT qui va être droppé le 30 août en open edition. Donc pour des gens, tu vois, comme moi, qui connaissent très bien la carrière d'Erwin Worm, que je suis depuis 20 ans, c'est totalement génial de se dire que je vais pouvoir posséder le premier NFT de cet artiste contemporain que j'aime et que je suis. Je vais pouvoir acheter ça à partir du 30 août. En plus, le prix est fixé à 855 euros. Et le site Misa fait exactement comme Nifty Gateway, c'est-à-dire que les prix sont proposés en euros. Inutile d'avoir, pas besoin d'avoir un wallet, pas besoin d'avoir de la crypto-monnaie. On peut payer avec une carte de crédit, donc on paye en euros. Et il vous explique que, évidemment, le wallet sera créé à l'issue, dès que vous aurez établi cette transaction. Ils vont créer pour vous un wallet. Et puis le jour où vous serez à l'aise avec la crypto, que vous aurez votre propre wallet, et ben, ils vous transféreront le NFT sur votre wallet. Donc, ça, ils font exactement comme Nifty Gateway, mais dans le monde de l'art contemporain traditionnel. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très fort. Et on voit bien quand ils proposent des peintures, des sculptures, des NFT, que tout ça est mélangé. Et on se sent très décomplexé par rapport à ça, par rapport au NFT. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, c'est une vidéo d'Erwin Wurm, après tout, je connais bien l'artiste, je peux acheter en euros, j'ai ma carte de crédit, tout ça est très souple et très facile. Et je pense que c'est une façon fantastique de pouvoir faire adopter cette technologie NFT à tous les collectionneurs d'art contemporain, et il y en a beaucoup, qui sont extrêmement rétifs à tout ce qui est technologique. On voit bien que l'art contemporain a été vraiment le dernier secteur à être touché par les évolutions de l'Internet. Je pense que les galeries, il y a beaucoup de galeries qui se mettent à peine aux newsletters et à peine aux viewing rooms. Et qui, moi, pour travailler avec pas mal de galeries, me demandent encore des photos haute définition parce qu'ils n'ont pas soit l'appareil photo adéquat, soit de photographes professionnels sous la main. Enfin, on voit bien que tout ce qui est digital est vraiment un obstacle pour cet univers-là. Et donc, ça, c'est ma première actu, Florent. Ben, hyper intéressante. Merci pour ce petit résumé. C'est effectivement très impressionnant de voir ben, comment l'art traditionnel, on va dire, euh, ouais, l'héritage des galeries traditionnelles, comment elles ont pu en fait se servir de la technologie, mais elles l'adaptent à leur audience qui du coup est pas du tout crypto-friendly. Donc c'est effectivement un bon point et comme tu dis, là l'engouement est concret sur les NFT. On peut voir que OpenSea, je sais pas si c'était ça ton actu, mais OpenSea, là, sur ce mois d'août, a dépassé les 1 milliard en volume. Donc, dit comme ça, on se rend pas compte, mais ça a pris eBay, ça a pris des années avant qu'ils atteignent ce montant, et le mois d'août est même pas encore fini. Donc, là, en ce moment, on voit bien que l'engouement est au maximum. Voilà, c'était autre actu complémentaire. Et en complément aussi de celle-là, on avait parlé de ça il y a 2 semaines, il me semble, des Ether Rock. Là, il y en a un qui s'est vendu pour 1,3 million. Donc bon, voilà, je sais que c'est toujours des chiffres qui parlent pas trop, qui semblent astronomiques, mais c'est assez fou pour une photo d'un rock de payer 1,3 million. Mais voilà, c'est le pouvoir de la communauté, quoi. Ouais, mais alors, tu fais une belle transition parce que, évidemment, je pense que tout le monde a vu passer la news de Visa, donc la carte de crédit Visa, la fameuse entreprise Visa se lance dans les NFT en achetant un CryptoPunk pour 150 000 dollars. Donc, ils ont acheté le Punk numéro 7610, enfin, peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est que Visa se dit les NFT vont être là pour l'avenir, vont jouer un rôle important
pour la vente au détail, pour les médias sociaux, pour le divertissement, pour le commerce. Donc Visa se positionne en achetant un punk. Et toi comme moi, on suit le marché des NFT. Et finalement, quand on regarde sur le fabuleux site qui s'appelle nonfungible.com, on s'aperçoit que les collectibles, ce qu'on appelle les collectibles, c'est-à-dire des vignettes, on va dire des vignettes de création, mais qui sont inscrites dans une longue série, c'est soit de l'art génératif par informatique, soit c'est un artiste qui développe toute une série de personnages, ou alors les ROCs, comme tu viens de dire. Donc les ROCs, c'est créé en digital, hein, c'est créé en 3D, mais peu importe en fait ce que ça représente. En fait, c'est une série de collectifs. Donc, on incite les gens à s'intéresser à une collection et à les faire acheter en se disant il faut que vous ayez le numéro un, le numéro 2, le numéro 3. En fait, on avait connu ça déjà, ça fait longtemps que les humains s'intéressent aux collections. Il y avait les collections de timbres, il y avait les collections de cartes de foot, il y avait les collections. Moi, je me souviens sur Andy Warhol, il y avait ceux qui voulaient toutes les Campbell Soup, hein. On sait que Warhol en a peint des Campbell Soup, je crois qu'il en a peint 24 à peu près. Donc les gens qui aiment Warhol se disent, moi je veux avoir toutes les Campbell Soup de Warhol. Donc on retrouve ce même phénomène sur tous les collectibles NFT les plus connus, bon, c'est CryptoPunk, il y a les Bored Ape, il y a les Meebits, il y a les Rocks, comme tu dis, il y a les Art Blocks, il y a, bon, il y en a d'autres maintenant. Mais ça, c'est un phénomène énorme et je suis assez surpris par ça parce que moi, je pensais que on allait plutôt voir l'émergence des artistes traditionnels, traditionnels, on va dire des artistes 3D qui racontent une histoire à travers une œuvre unique. Et en fait, ce qui prend le biais pour l'instant de manière fantastique, ce sont les collectibles. Donc ça m'intrigue beaucoup. Moi, personnellement, je ne suis pas intéressé par les collectibles peut-être parce que je suis trop dans l'art, justement, mais je pense que alors, la logique voudrait que les crypto-natifs, les crypto-addicts comprennent exactement le phénomène d'un, d'un collectible, surtout sur la blockchain Ethereum, parce que à la façon des CryptoKitties, ce sont des collectibles évolutifs. En fait, ce sont des tokens évolutifs sur une blockchain. Donc, il y a de la technologie, il y a de l'incitation à comprendre le phénomène de la blockchain aussi. Donc, je suis vraiment surpris par cette actualité, mais tant mieux. Et je pense qu'il faut, pour complémenter ce que tu dis, Benjamin, il y a un autre attrait qui pousse pas mal justement à cette hype et à cette excitation autour de ces collections, c'est qu'en fait, il y a des traits qui sont plus ou moins rares. Et donc, du coup, si vous avez la possibilité au début, au lancement du projet, de minter une œuvre, et donc personne ne sait sur quoi vous allez tomber. Donc, c'est un peu, pour ceux qui ont connu, quand vous allez acheter des cartes Pokémon, vous allez acheter un deck, et dedans, vous pouvez avoir une carte super rare. Et ben, dans les Pokémon, à l'époque des Pokémon, ça vous rendait fou de joie. Mais là, c'est pareil, sauf que ça peut vous rendre riche aussi. Du coup, enfin, pas forcément riche, riche, mais ça peut être, si effectivement il y a la communauté derrière, et c'est ça aussi le gros aspect, la grosse hype en fait autour de ces collections, c'est le sentiment d'appartenance en fait à un groupe. On le voit bien avec les Apes par exemple, qui eux en fait ont créé une machine communautaire en fait où ils se follow tous entre eux, ils vont s'entraider sur les projets, etc. Donc ça donne une certaine crédibilité et une certaine dynamique, momentum quand vous faites des projets et que vous appartenez à cette communauté. Donc il y a ce double aspect, l'aspect d'un côté spéculation en mode bon ben je peux minter au début, je peux créer cette œuvre et peut-être que je vais avoir de la chance et je vais trouver un perso rare que je vais pouvoir revendre et voilà, si la communauté me plaît, je vais pouvoir réintégrer la collection peut-être avec un personnage qui coûte un peu moins cher. Ou derrière, il y a l'aspect vraiment appartenance à la communauté et faire en sorte que, enfin voilà, c'est dans la nature humaine, on va dire, de s'unir euh, pour avancer plus rapidement et aller plus loin. Donc il y a ce double aspect-là, je pense, qui est intéressant. Je ne sais pas si Swiss Crypto4 qui vient de nous rejoindre sur scène, bienvenue à toi. Tu as des idées là-dessus? En tout cas, bienvenue. Je t'ai muté par contre, donc il faut peut-être que tu te démutes. C'est ta première fois sur, sur Clubhouse, donc je préviens. D'ailleurs, il a un collectible, le Swiss, là, en photo de. Ah, C'est ça un y est, avatar. ça y est. Vous m'entendez? Yes, bienvenue. Impeccable. Ouais, salut, merci beaucoup. Non, alors c'est pas un collectible, celui-là, il est vraiment unique. Donc c'est juste une photo de profil unique en fait.
Et ouais, j'écoutais ce que vous disiez, c'était super intéressant. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. J'amènerais juste un truc. Enfin, j'ai l'impression qu'il est pas souvent abordé dans les communautés NFT et tout, parce que ben voilà, moi je viens plutôt de la crypto et du trading à la base. Et en fait, c'est que je pense que quand vous parlez des prix comme ça et de la manière dont les punks se revendent des centaines de milliers de dollars ou les rocks et compagnie, à vous entendre, en fait, on a l'impression vraiment d'une offre enfin, d'un marché qui est déterminé par l'offre et la demande de manière totalement organique et naturelle. Et je suis désolé, c'est pas pour casser du sucre ou pas pour ternir l'image des NFT, bien, même si j'adore ça. Mais gardez quand même en tête que bah, y a pas que ça. Je pense que vous le savez, il y a ce qu'on appelle du wash trading et tout ça, mais il faut surtout savoir que Ethereum, ça a été préminé à hauteur de quasiment 70%. Donc il y a quand même et Ethereum, dans sa conception, on ne sait pas combien il y a d'Ethereum totaux en circulation. Ça explique le fait qu'aujourd'hui, vous avez des baleines et des gens qui ont vraiment des quantités astronomiques d'Ethereum et ils ont besoin bah, de les blanchir. Voilà, je dis pas que heureusement c'est pas tout le marché, ça fait pas tout le marché, mais je pense que il faut le garder en tête quand vous vous demandez pourquoi des rocks s'échangent aussi cher, etc. Bah, parce qu'il y a aussi des gens énormément d'Ethereum à disposition, parce ils ont fait partie bah, de l'ICO en fait d'Ethereum ou de la fondation Ethereum tout simplement, quoi. Ouais, je te remercie. Oui, ça c'est un très très bon point. Tu as raison. Ça me fait penser à Metakovan quand il a acheté le Beeple 69 millions de dollars. C'est exactement ça. Metakovan est un crypto millionnaire qui a investi très tôt dans la crypto-monnaie et à la limite pour lui 69 millions de dollars en Ether en tout cas, c'était pas grand-chose par rapport à ce qu'il avait amassé comme Ether. J'apporterai un bémol à ce que tu dis sur le mot blanchiment qui nous fait tous sursauter évidemment parce qu'on a accusé longtemps les crypto-monnaies et le Bitcoin d'être un outil de blanchiment. Blanchiment, ça implique des activités criminelles. Comme de la drogue, prostitution, etc. Alors que les baleines, comme on dit, les whales, comme disent les ricains, enfin tous ceux qui ont beaucoup de crypto-monnaies avec eux, l'ont acheté à tellement peu cher qu'ils peuvent investir beaucoup de leurs crypto-monnaies dans les collectibles, mais c'est de l'argent qu'ils ont, en tout cas c'est de la crypto qu'ils ont acquis de manière légale et de manière correcte en tout cas. Après, certainement qu'il y a des trafics, hein. Évidemment, je ne suis pas naïf, mais il y en a, comme on dit, il y en a avec le dollar. La monnaie du dollar aussi est l'objet de beaucoup de trafics, enfin toutes les monnaies. Donc, en revanche, les whales, effectivement, donc, les whales investissent énormément et très vite dans ces collectibles pour placer leur argent finalement. Et je pense qu'ils vont attendre plusieurs années avant de les revendre, ou peut-être même jamais les revendre, et peut-être même après on parlera de finances décentralisées, de DeFi, où il y a possibilité de proposer des NFT pour obtenir un prêt en crypto-monnaie, par exemple. Mais je pense qu'il y a aussi une des raisons pour lesquelles ils achètent massivement dans les NFT, c'est parce que, un petit peu similaire à l'art, en fait, on voit qu'il y a une sorte de réserve de valeur qui s'opère sur ces actifs. Parce que, en fait, on le voit dans les historiques, on peut le voir dans tous les historiques des CryptoPunks ou tous ces gros projets, par exemple, le prix en Ethereum, qui en plus déjà est valorisé en Ethereum. Donc effectivement, si Ethereum se valorise, ben, le prix par défaut va se valoriser de l'actif. Mais en plus, c'est la quantité d'Ethereum qui augmente aussi. Donc je pense que l'engouement vient aussi de là. Dans les NFT, c'est la capacité de faire un x10 sur un investissement si vous achetez un bon NFT, ce qui est très très difficile à faire avec du trading. Enfin, ou peut-être que je me trompe. Non, non, mais c'est vrai que quand tu vois, j'ai regardé les prix ben, des punks, mais même des Mi-Beats, par exemple, là, qui sont encore plus en vogue que les punks, les Mi-Beats. On voit bien hein, il y en a qui ont acheté ça il y a à peine 2 mois, donc ils ont acheté ça début juin à 10 000 dollars, et puis ça se revend 500 000 dollars. Donc celui qui l'achète 500 000 après, on se dit, mais c'est déjà arrivé trop haut. Il y en a qui achètent à 500 000 et qui revendent 1 ou 2 millions. Donc ça va extrêmement vite. Donc c'est vraiment une bulle. Là, on peut vraiment parler de bulle. Il faut aussi préciser à tout le monde que avec Florent, on suit les NFT et Swiss certainement aussi. Il faut savoir que des artistes qui vendent des NFT, il y en a aujourd'hui des dizaines de milliers. Et évidemment, le prix moyen du NFT aujourd'hui, c'est 100 dollars, ou je dirais peut-être 150 dollars, le prix moyen. Donc ça fait quoi 0,0 et quelques Ether.
Et ça se vend beaucoup sur Iketnook, donc ça se vend beaucoup en Tezos, ça se vend quelques Tezos, la plupart des NFT. Donc ne vous laissez pas non plus illuminé par ces chiffres fantasmagoriques de collectibles qui se vendent à des prix incroyables d'ailleurs. C'est même presque choquant. Donc il faut revenir à la raison et parler aussi beaucoup la plupart des NFT qui se vendent à quelques menus crypto-monnaies, on va dire. Yes. Bon, est-ce qu'on peut commencer l'interview du coup et parler un petit peu de toi, Swiss Crypto Cat? Est-ce que ouais, tu veux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas dans l'audience francophone qu'on a? Ouais, bien sûr. Bah, je peux pas dire grand-chose comme je suis un compte anonyme, mais je suis donc un chat qui est dans les crypto-monnaies depuis 2017 et je suis très actif sur Twitter où je me suis constitué un peu malgré moi une audience un peu relativement large depuis quelques années. Donc en tweetant, je tweete sur pas mal de choses sur les crypto-monnaies. Je m'intéresse à tout, donc autant le trading que les NFT, que les narratifs en général qui tournent autour des crypto-monnaies. Donc voilà, je suis passionné de tout ça et ça fait quelques années que j'en parle maintenant. Et donc tu es basé en Suisse ou en Belgique, parce que tu as dit 70 tout à l'heure. Moi, j'ai vécu en Belgique. Et donc... Oui, oui, je suis basé en Suisse. Ouais. C'est pas une arnaque, du coup, il est véritablement bien suisse, ouais. Et donc du coup, ben, qu'est-ce que tu fais dans l'écosystème crypto? Parce que je crois savoir du coup que tu es full-time, c'est ça? Full-time Twitter et autre chose. Et enfin, t'as Citadel VR aussi, c'est ça? T'es un des Ouais, cofondateurs. alors je suis un peu un hyperactif. Moi, je donne l'impression d'être à plein temps crypto, mais pas du tout. Non, non, moi j'ai un boulot. Je suis patron d'une petite structure, d'une petite PME qui fait de l'événementiel en Suisse depuis 10 ans. Euh, et puis les crypto-monnaies, ouais, c'est vraiment une passion. Donc je produis pas de contenu éducatif. J'en faisais un tout petit peu au début. J'avais sorti un guide gratuit que vous pouvez retrouver sur Internet, un petit guide d'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie que vous retrouvez sur Internet ou sur Twitter. J'ai produit un peu de contenu éducatif au début. Après, ça m'a vite un peu gavé parce que voilà, l'écosystème, la bulle précédente était comme celle de cette année, c'est-à-dire que c'est extrêmement spéculatif. Les gens veulent uniquement qu'on leur dise quoi acheter, quand le vendre, etc., etc. Puis c'était pas mon truc. Donc je tweetais beaucoup en anglais en plus à l'époque, donc j'avais pas une audience très francophone. Et puis je préférais faire des blagues, faire de l'humour, du deuxième degré et tout ça. Donc j'ai arrêté de faire du contenu éducatif. Et puis pendant le confinement l'année dernière, en mars 2020, donc moi en fait pendant tout ce temps j'organisais des meet-up en Suisse aussi, des meet-up en réel hein, pour les traders de crypto-monnaies, des meet-up mensuels. Et quand on est arrivé en mars 2020, je me suis dit avec le confinement, comme j'utilisais déjà la réalité virtuelle, j'avais déjà un casque de réalité virtuelle et je fréquentais déjà des applications sociales en VR. Je me suis dit que ça serait sympa de faire un monde en réalité virtuelle qui soit ouvert à tous en fait, en permanence. Comme ça, peu importe où on est dans le monde, on peut toujours rejoindre un endroit ou rencontrer des passionnés. Donc un peu comme là sur Clubhouse, sauf que c'est en VR. Donc on a un petit avatar et puis en plus quand tu as un casque VR sur les yeux, bah t'as l'impression d'être physiquement dans l'environnement quoi. Donc j'ai commencé à créer des rendez-vous en VR hebdomadaires chaque semaine. Et puis je me suis mis, alors j'avais aucune compétence particulière en design en world building comme on dit, donc je connaissais pas bien les logiciels 3D tout ça, et je m'y suis quand même mis parce qu'au début j'utilisais des endroits préfabriqués en fait assez neutres pour organiser les meet-up en VR, et je me suis dit que ça serait sympa d'avoir quand même un monde qui soit particulièrement, enfin qui soit dans notre, enfin qui ait des références à la culture crypto et tout ça. Et du coup, je me suis mis à construire un monde virtuel, un premier monde qui s'appelle la Bitcoin Cyber City. Et aujourd'hui, bah, c'est un monde
qui a un petit peu, enfin qui a été un petit peu partagé. On a eu quelques articles anglophones, on a eu pas mal de visiteurs maintenant depuis un an. Et donc c'est une sorte de mini-ville avec pas mal qui fait en même temps une sorte de galerie, parce qu'il y a plein d'NFT partout, enfin d'œuvres d'artistes qui sont disséminées un peu partout dans la ville. Il y a une petite salle de conférence, il y a des cachettes, il y a 4 salles secrètes avec des Satoshi, donc des fractions de Bitcoin à gagner. Donc voilà, on se retrouve tous les samedis soirs maintenant dans cette ville qui est donc un monde en VR entièrement gratuit, accessible à tous, n'importe quand, et en particulier les samedis soirs quand on fait le meet-up. Yes, ben c'est génial. On avait déjà entendu parler. Il y avait Mathieu qui nous en avait parlé une fois au début quand on a commencé cette room. Mais c'est génial que tu évoques le sujet parce que le métavers, on n'en a pas encore parlé avec notre audience podcast, on va dire. Et clairement, c'est un gros sujet quand on évoque le sujet des NFT. Donc, merci pour cette petite intro. Et du coup, ben, c'est spécialement tourné autour du Bitcoin, c'est ça? Vous parlez que de Bitcoin et pas de shitcoin. Non, moi j'avais envie de faire quelque chose d'inclusif. J'ai toujours été là-dedans, hein, pour les gens qui me suivent depuis longtemps. J'ai j'ai, j'ai un côté maximaliste et c'est pour ça que j'ai commencé là ce soir par tout de suite vous reparler des tokenomics en fait, d'une monnaie. C'est-à-dire que je refais je remets un petit coup là-dessus, mais après j'arrête, je vous promets. Mais les maxis ont raison techniquement. C'est-à-dire que quand on crée une monnaie, on crée une rareté artificielle. Quand on crée un token, on décide de combien de tokens il y aura, combien est-ce qu'il sera déflationnaire, inflationnaire, est-ce qu'on garde 20% pour la team, est-ce qu'on garde 30% pour le marketing. Enfin voilà, c'est des règles qui sont arbitrairement mises par les initiateurs du projet. Ensuite, ces projets vont se créer une communauté parce qu'ils vont proposer une roadmap. La plupart des projets sortent pas avec un produit existant. La plupart des projets vous promettent la plus grande métaverse, la blockchain, on a tout eu, hein, de l'électricité, tout ce que tu veux, enfin peu importe. Mais voilà, ça se passe comme ça. Donc un projet crypto en général, bah, tu commences par un white paper. Après il y a une levée de fonds, il y a une prévente, il y a une levée de fonds qui se fait. Il y a donc il y a des règles arbitraires. Par exemple, les founders vont garder 10%. Il y aura les 20 autres pourcents des tokens qui seront mis en vente à la prévente. Voilà, toutes ces règles-là sont établies au départ. Et ça, je pense que c'est fondamental en fait. C'est pour ça que je suis maximaliste et que les Bitcoin maximalistes, pour moi, ont raison et m'ont beaucoup appris. Euh, Parce que voilà, quand je vous parlais d'Ethereum tout à l'heure, les choses sont pas toujours blanches ou noires et c'est pas parce que il y a des zones d'ombre sur Ethereum que c'est pour autant que c'est un scam. Moi, je fais pas partie des gens qui disent ça, ne serait-ce que pour tout ce que ça apporte à tellement de gens. Il y a tellement de choses positives que ça apporte que je me permettrais pas de dire ça. Mais il faut comprendre qu'Ethereum, bah, demain, si tu veux faire tourner un nœud Ethereum, ton nœud, il pourra pas te dire combien il y a d'Ethereum en circulation. Demain, si tu fais tourner un nœud Bitcoin, tu sais combien il y a de Bitcoin en circulation. Donc, pour moi, ça c'est fondamental et il faut que les gens l'intègrent parce que la fausse rareté, ça crée aussi une hype qui peut être discutable. Donc tout à l'heure, quand je vous entendais parler de Decentraland, par exemple, bah voyez, moi j'ai fait un monde virtuel qui est entièrement gratuit, qui est pas tokenisé, parcellisé, et j'ai pas mis en vente les parcelles de mon monde. Alors j'aurais pu le faire, peut-être que j'ai pas été assez vénal ou assez inspiré sur le coup, mais moi j'avais envie de faire un projet gratuit pour rendre à la communauté. Donc mon but c'était pas de me faire l'argent. Mais voilà, il faut comprendre que à partir du moment où vous créez une crypto-monnaie, vous créez une fausse rareté et la manière dont est programmée cette monnaie, ce qu'on appelle les tokenomics, ça aura forcément une importance sur son cours. C'est-à-dire par exemple quand vous avez des monnaies que vous pouvez staker qui vont vous rapporter, je sais pas, un rendement à 13% par mois, bah, il n'y a pas de mystère. Si vous avez des gens qui font 13% par mois, ça va créer une pression vendeuse sur le token et ça va vous faire automatiquement, votre cours sera plus lourd. Il aura du mal à décoller parce qu'il y aura toujours des gens qui ont les poches bien pleines pour revendre petit à petit leur reward. Donc je pense que ça, il faut le garder en tête, même pour les NFT. Je pense que c'est pareil quand vous achetez une œuvre unique d'un artiste, c'est pas pareil que quand vous achetez une œuvre à 500 pièces. Donc faut garder ça en tête. Voilà, c'était juste pour remettre un peu de bon sens technique en fait dans tout ça, quoi. Non, mais merci aussi du coup pour cette intro à la tokenomics. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Mais effectivement, c'est un sujet complexe, mais c'est comment appliquer
l'économie au secteur crypto, vu qu'en fait, quand on monte un projet crypto, c'est pas vraiment comme une entreprise, ça s'apparente plus à une ville, en fait, où les gens peuvent construire dessus, où des économies se développent. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus. Enfin, l'idée, c'est que ça soit beaucoup plus horizontal et transparent et dans le système aussi. Et sur ce sujet, est-ce que tu as des idées, des exemples de justement de projets qui ont essayé de faire de la tokenomics ou des levées de fonds via des NFT spécifiquement? Ouais, il y en a pas mal. Alors, il y en a par exemple, je connais un type qui s'appelle Majin, qui est un peu un mec assez connu dans CT, dans le crypto Twitter, dans le petit monde des traders de crypto. On se connaît un peu entre nous. Et lui, il monte un bazar. Donc, ça va être une plateforme d'achat-vente, une marketplace en fait, où ça sera des NFT qui seront obligatoirement pairés avec des objets physiques. Si possible, enfin des objets de physique d'art et assez haut de gamme. Et puis l'idée, c'est en fait, les objets seront stockés dans des ports francs pour que les gens n'aient pas besoin forcément de les récupérer s'ils veulent juste faire un coup spéculatif. Ils peuvent simplement garder le NFT et le jour où il y a un acheteur, le NFT sera envoyé au nouvel acheteur. Et s'il veut récupérer l'œuvre, il pourra se la faire envoyer depuis le port franc. Donc ça, c'est un projet par exemple qui s'est fait avec quoi, une pre-sale des tokens quoi. Ok, ouais, moi je pensais plus avec le NFT, tu vois là par exemple, mais c'est un très bon exemple, hein, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais là, tu vois, le truc qu'on voit par exemple avec toutes ces collections, c'est un élément qui est assez important, c'est que ces projets ont plus ou moins une roadmap, tu vois, et qui disent, bon, ben, si on vend 25% de la collection, on va donner tant de donations. Si on fait 50%, on va ouvrir un store pour que les holders ils puissent acheter des produits dérivés, etc., etc. Et cetera. Et ça, pour l'instant, c'est des initiatives qui sont mignonnes enfin, et communautaires, mais il y a des projets qui l'utilisent vraiment, j'ai l'impression, enfin, pour se bootstrapper et pour déjà avoir fédéré une communauté et aussi financer du coup un peu de recherche et développement. Voilà, je sais que enfin, cet engouement, il est peut-être passager, mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être une tendance derrière, euh, un petit peu comme les nouvelles ICO, quoi. Enfin, voilà, les NFT, c'est un peu les nouvelles ICO en quelque sorte. Enfin, au moins en termes de cyclicité. Enfin, on espère que non, d'ailleurs, puisque là, à l'heure actuelle, les ICO sont un peu mortes. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de se financer. Enfin, voilà, c'était juste une petite question comme ça. Mais toi, du coup, t'as créé des NFT aussi. Est-ce que c'était pour expérimenter comme ça ou c'était pour aussi dans l'idée je sais pas, d'alimenter ta communauté comment ça t'est venu? Non, moi c'était de la pure expérimentation. J'aime bien tout essayer, j'aime bien me toucher à tout. J'adore l'art sous toutes ses formes, moi, que ça soit l'écriture, le cinéma, la BD, la musique. Enfin, j'aime l'art sous toutes ses formes. Et puis les NFT, ça m'a tout de suite intéressé. Je m'y suis intéressé très tôt. Hein. J'étais vraiment, par exemple, j'ai acheté les toutes premières parcelles de Mana à l'époque de la première levée de fonds de Decentraland, justement, où j'avais juste fait un coup spéculatif d'ailleurs. Mais voilà, CryptoVoxel aussi. J'ai un peu loupé le coche parce que je m'attendais pas à ce que ça décolle. Donc je me rappelle quand les parcelles étaient en vente pour 3 fois rien, je m'étais dit ouais bon voilà un monde virtuel en pixel art c'est pas trop mon délire. Il y en a des vachement plus beaux et tout, donc j'ai pas spéculé dessus, ce qui était une grosse erreur. mais, euh, mais non, je m'intéresse à tout ça et je crée aussi des NFT et je me suis mis depuis quelques mois à la sculpture en réalité virtuelle ou au dessin en réalité virtuelle et j'y prends beaucoup de plaisir, donc j'essaie de m'améliorer, de produire des choses. Après, je vais à mon rythme. Là, ça fait 4 mois que je suis sur le même petit portrait, la même petite sculpture de buste de Satoshi. Je vais bientôt le sortir. Mais ouais, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça. Et justement, Swiss, là, je suis sur ton Twitter, donc j'ai vu que je suis sur la Citadelle VR, Mhm. qui ramène sur Altspace VR pour rentrer Ouais. dans ton espace virtuel. Donc on appelle en fait des métaverses. Et alors, c'est amusant parce que je pense que tu as vu, tout le monde a vu que Facebook avait lancé, à grand renfort de publicité de médias, parce que j'ai vu ça dans toute la presse cette semaine, ils ont lancé le Facebook Metaverse. En fait,
ils le Ouais, prennent par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire qu'ils disent vous allez pouvoir vous réunir dans une meeting room avec ouais, les Oculus lunettes, la virtual reality, et ouais. vous allez pouvoir faire une réunion virtuelle tous ensemble, avec chacun aura son avatar, etc. Donc, on a l'impression que Facebook a suivi le mouvement, mais un peu tardivement. Mais toi, ton univers virtuel aujourd'hui, il faut les Oculus, donc il faut le casque de réalité virtuelle pour vraiment profiter pleinement de ton univers, c'est ça? Ou on peut en profiter sur un 2D, sur un écran 2D? Oui, oui, alors la citadelle, bah, déjà, excuse, j'ai pas répondu à la question juste avant, mais la citadelle, donc on n'est pas que entre bitcoiners, on parle pas que de bitcoin, hein. C'est la Bitcoin Cyber City rend hommage à Bitcoin, ce monde-là, mais maintenant on en a plusieurs. J'ai aussi une galerie qui a que des NFT à l'intérieur. Et puis on se retrouve le samedi soir pour parler de tout. Et c'est vrai que je vous disais, moi je suis un maximaliste, mais je suis pas un maximaliste toxique, c'est-à-dire que je ne suis pas anti toutes les autres monnaies et toutes les autres innovations. Donc, je suis ravi qu'à la Citadelle, bah, tous les samedis soirs, on parle régulièrement de NFT, de défis, de toutes sortes de choses. Il y a plein d'artistes NFT qui se sont fait connaître à la Citadelle en plus, hein, en rencontrant d'autres gens. Ils ont obtenu des interviews, des choses comme ça, parce on y croise du beau monde dans mes mondes. Et puis après, bah, pour vous répondre, alors Altspace, c'est une app Microsoft que tu peux rejoindre soit depuis un PC, soit depuis un Mac, soit depuis un casque VR. Donc le truc, c'est qu'en ce moment, comme c'est très à la hype, ce mot de métaverse, on l'entend partout, bah, les gens confondent un peu tout. C'est-à-dire que moi, je vois souvent les gens parler de VR pour CryptoVoxel, par exemple, alors que je pense que tu as 99% des utilisateurs qui sont pas en VR là-dessus, qui doivent être sur un PC. Decentraland, c'est pareil. Altspace, moi, ce que j'aime bien, c'est que bah, nous, on est à la Citadelle, il y a pas mal de gens qui venaient au début en PC et qui se sont achetés des casques VR. On a réussi à les convertir à la VR. et, euh, et nous, en fait, ça, on le vit. C'est-à-dire ce que vous racontez, c'est-à-dire de se rencontrer dans des univers et tout, nous, on le vit. Et on fait des trucs de fou. Déjà, on s'éclate. Mais tu vois, on se croise le soir. Moi, il y en a un qui est au Canada, l'autre qui est au Japon, et puis moi qui suis en Suisse. Ben, on se croise dans la Bitcoin Cyber City. On est au pied de buildings qui sont immenses. Donc, tu vois, sur ton écran de PC, tu peux nous rejoindre. Mais tu n'auras pas l'effet waouh. Si tu veux, moi, quand je suis au pied de ma Bitcoin Cyber City, avec mon casque VR, bah, je lève la tête et j'ai vraiment les impressions d'échelle et de profondeur. J'ai vraiment l'impression d'être au pied du gratte-ciel, tu vois. Et donc on croise les potes, on se check, on a les mains qui bougent, machin et tout ça, on va faire un tour, on discute. Donc nous on s'éclate, on visite des galeries. Enfin, la dernière fois ça a fini à 4 heures du mat sur des poneys dans le désert. Enfin tu vois, tout est possible en VR. Donc ouais, moi je venais, ça me fera plaisir. La Citadel VR, j'ai fait tout ça gratuitement, j'ai absolument rien monétisé. Voilà, ça a des imperfections parce que voilà, c'est pas un job lucratif pour moi, donc tout n'est pas forcément parfait. Mais voilà, ça marche bien et on s'amuse bien, quoi. Bah, c'est génial, ouais, carrément. Mais tous ceux qui nous écoutent en replay, n'hésitez pas à suivre Swiss CryptoCat, ça s'écrit en anglais. Et du coup, pour rejoindre aussi, c'est le samedi soir, c'est ça, 21h30? Ouais, c'est tous les samedis soirs à 21h30 dans la Bitcoin Cyber City, donc sur Altspace. Pour la faire courte, il faut juste installer Altspace sur votre casque ou sur votre PC. Après, il faut juste aller dans les options, tu dois activer la mode bêta pour voir les mondes personnalisés des gens. Et après, il faut ajouter les liens des mondes qu'on a créés nous. Comme ça, vous les retrouvez dans vos favoris. Donc, ça prend 5 minutes. La première fois, c'est un peu chiant parce que ça prend 5 minutes. Mais après, une fois que vous l'avez fait, bah, vous revenez chaque semaine. Le monde, il est déjà dans vos favoris et puis c'est tout facile à rejoindre, quoi. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Benjamin, mais je pense qu'il faudrait qu'on se fasse un mois, peut-être le mois de septembre, juste pour parler des métavers, parce qu'on n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent, et dans l'univers francophone, on a quand même pas mal de gens intéressants sur le sujet. Donc, il va falloir qu'on se fasse ça, Benjamin. Ouais, d'autant qu'il y a un lien immédiat avec les NFT. C'est la question que j'allais te poser, Swiss. C'est parce que tu vois, évidemment, dès qu'on est dans un métaverse, on a envie d'avoir un avatar reluisant, on a envie d'avoir un t-shirt rouge ou bleu, on a envie d'avoir les cheveux dreadlocks ou pas de cheveux. Et là, on rentre dans les skins, ce qu'étaient les skins dans les jeux vidéo, c'est-à-dire est-ce qu'il y a et donc forcément est-ce qu'il y a possibilité donc sur ton métaverse de changer d'apparence et après est-ce que justement on peut acheter après est-ce que à terme tu intégreras les NFT pour pouvoir changer de skin par exemple?
Alors ça, on verra parce que je pense qu'il y a la guerre des plateformes. Si tu veux, moi je pense que la métaverse aujourd'hui, c'est un mot qui est surcoté et qui ne veut pas dire grand-chose. Je m'explique. J'avais donné la même définition dans une interview chez Zima Podcast, que vous devez connaître, c'est peut-être le plus gros podcast sur les NFT en anglais, Ouais. qui m'avait honoré de m'inviter justement au début quand j'avais sorti la Bitcoin Cyber City pour en parler. C'était il y a déjà 1 an et demi. Et je lui avais déjà dit ça, c'est-à-dire que pour moi, la métaverse, ce sera quand des mondes virtuels seront interconnectés. C'est-à-dire le jour où tu pourras, avec le même skin, tu vois l'exemple que tu donnais du skin, aller faire un jeu vidéo, aller dans Decentraland avec, et puis aller dans Altspace voir le 4, mais tout dans la même application, et en pouvant passer comme ça d'un monde à l'autre. Pour moi, tant qu'on n'en est pas là, il n'y a pas de métaverse. Il y a des mondes virtuels. Il y a des mondes virtuels comme Decentraland, il y a des mondes virtuels comme CryptoVoxel, ou des mondes virtuels comme celui que j'ai créé. La grosse différence, encore une fois, c'est entre guillemets la rareté digitale. Moi, dans Altspace, tu peux changer d'avatar, tu peux aller visiter 4 ou 5 de mes mondes. Potentiellement, tu peux même me demander si tu veux que j'affiche ton NFT, je le ferai avec plaisir, mais je vais rien te demander. Je monétise pas ça si tu veux. Je vais pas couper mon monde en 10 parcelles et pour les mettre en vente à 2 Ethers, tu vois. Donc, je dis pas que les démarches de Decentraland ou CryptoVoxel et tout sont des arnaques pour autant. Je pense que si tu veux, l'avantage de lever des fonds comme ça, c'est que derrière, bah, comme tu disais tout à l'heure, il doit y avoir une équipe de recherche et développement qui va permettre d'améliorer la plateforme et d'apporter des nouveautés. Donc voilà, ça a du sens. Qui est derrière quelque part quelqu'un qui gère ce monde et qui l'améliore en permanence. CryptoVoxel le fait plutôt bien, Somnium Space aussi, c'est quand même des plateformes qui se développent pas trop mal, quoi. Mais il faut garder en tête que pour se rencontrer en VR ou pour aller visiter une galerie VR, t'as pas nécessaire, ou même pour créer ta galerie VR, t'as pas nécessairement besoin d'aller mettre 10 Ethers dans une parcelle CryptoVoxel. Si tu as envie de le faire parce que c'est à la mode, c'est là-bas qu'il faut se faire voir et compagnie, c'est un choix, c'est une stratégie même, je dirais. Mais si tu veux simplement te faire une galerie VR euh, pour que les gens puissent visiter tes œuvres comme dans une vraie galerie en réalité virtuelle, tu peux le faire gratuitement sur Altspace par exemple ou sur VRChat. Ouais. Donc il y a des mondes virtuels qui sont tout à fait accessibles et gratuits. Dans ce que tu dis, Swiss, alors, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de communiquer. C'est soit tu fais ta propre galerie virtuelle dans ton espace, par exemple, gratuitement, mais à ce moment-là, il faut alerter ta communauté qu'ils peuvent venir te voir dans tel ou tel métaverse avec le lien que tu leur donnes, ou alors tu payes 10 Ethers, effectivement, un land dans Decentraland ou dans CryptoVoxel ou dans Somnium Space ou Sandbox, et là, tu chopes des visiteurs qui ne te connaissent pas, en fait. Donc c'est toujours le même Dans principe les de... deux cas, tu les chopes, hein. Moi, sur Altspace, par exemple, des fois, je suis en train de bosser dans ma Cyber City et il y a des gens qui passent. Il y a des gens qui passent parce qu'ils ont vu le monde dans le menu ou parce ils passaient par là. Et il y a des inconnus qui passent et je me retrouve à discuter avec des gens que je connaissais pas. Le- je dirais que le public est moins spécifique parce que dans CryptoVoxel, tu vas avoir quasiment que des gens intéressés par le crypto art qui vont se balader. Alors que sur Altspace, tu peux avoir n'importe qui en fait qui se balade, quoi. Mais ils sont pas pour autant hermétiques les autres mondes. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la métaverse, ça sera quand tous ces mondes seront poreux et qu'en fait, ce sera un grand espace digital dans lequel tout le monde pourra aller faire tout. Tu vois. Pour l'instant, Decentraland, c'est hermétique. Tu passes pas de Decentraland à Somnium Space. T'amènes pas ton skin Decentraland dans Somnium Space. Et pour l'instant, toutes les plateformes sont hermétiques. Donc, je pense qu'il y aura un game changer à un moment. Certainement Facebook. Enfin, c'est un bon candidat avec Facebook Horizon ou Facebook Metaverse. Et je pense que le jour où il y aura une énorme plateforme, elle peut peut-être récupérer beaucoup de traction en fait. Mais ça serait pas justement un gros fail si c'est Facebook qui gagne la bataille des métavers à la place d'une initiative décentralisée ou de n'importe quelle initiative décentralisée parce que bah, Facebook aura potentiellement intérêt à faire un peu de protectionnisme aussi et voilà, ça sera toujours le même problème qu'on essaie de combattre Mais avec la décentralisation. bah, je vais encore faire le maximaliste relou hein, qui revient sur là-dessus, mais décentralisé, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, CryptoVoxel n'est pas décentralisé, SomnioPace ne sont pas décentralisés. Derrière, t'as des teams. Alors peut-être que leur token est plus ou moins décentralisé, peut-être que la gouvernance du token est plus ou moins décentralisée, mais ce n'est pas des endroits décentralisés. Oui, oui, C'est mais totalement ils ont une centralisé. vision au moins, tu vois, genre ils ont l'ambition au moins de finir décentralisé. C'est pas comme Facebook où eux, ils ont vraiment l'ambition de rester un monopole à vitam aeternam.
Je pense pas. Je pense pas qu'il. Enfin, moi, clairement, hein, je préférerais que ce soit une initiative communautaire, si tu veux, qu'un Facebook. Hein. Je suis pas du tout pro Facebook et tout. Malheureusement, d'un point de vue très pragmatique et très cynique, la réalité, c'est que c'est souvent la plateforme la plus agréable, avec l'UX la mieux faite, qui va gagner, qui l'emporte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, même dans le trading, tout le monde utilise des solutions centralisées parce que bah, c'est plus facile de trader sur Binance que sur Index, tu vois. Donc je pense que c'est l'utilisateur qui fera le choix de la plateforme, quoi. Mais par contre, je suis pas persuadé que ça soit aussi polarisé ça, c'est-à-dire que Decentraland et CryptoVoxel soient forcément des trucs ultra décentralisés. Pour moi, c'est pas le cas. C'est au contraire, c'est des équipes qui sont centralisées, c'est que ça fonctionne comme des entreprises. Le but, c'est de récupérer, de faire quand même le plus d'argent possible pour après, et on l'espère, améliorer leurs produits, tu vois, et pas seulement engranger du bénéfice. Mais on n'est pas dans une situation où l'utilisateur peut décider de. Je veux dire, toi, si tu es utilisateur CryptoVoxel, c'est pas toi qui va décider demain si on crée des nouvelles parcelles, si on en supprime ou des modalités du token, par exemple, tu vois. Oui, 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 c'est clair. Mais après, ouais, après voilà, ils se vendent quand même comme des initiatives communautaires et c'est vrai que au moins il y a un dialogue constant en fait entre la team et la communauté, pas comme Facebook où tu vois genre ça va être plus être ils vont espionner leurs utilisateurs plutôt que d'avoir cet échange constant Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il y a une communauté, mais tu vois, sur Altspace aussi, il y a une communauté qui s'entraide et tout pour créer des mondes. Je pense que, honnêtement, je pense que métaverse, décentralisation, c'est des mots qui sont vraiment un peu surutilisés parce que c'est des mots qu'il faut placer. C'est des mots qui sont à la mode, comme il y a 2 ans c'était blockchain, aujourd'hui c'est NFT. Voilà, c'est des mots qu'il faut placer quand on crée un projet. Pour voilà pour attirer le public. Dans la pratique, si on veut être sérieux et factuel, je te dis c'est pas on n'est pas sur une décentralisation réelle, quoi, tu vois. Par contre, c'est vrai, tu as entièrement raison, il y a quand même par contre un esprit communautaire. Par exemple, CryptoVoxel, bon, il y a un vrai esprit communautaire qui et à mon avis ils sont beaucoup plus à l'écoute de leur communauté que Facebook, comme tu qui pensera bah, comme tu dis à faire le plus de fric possible sur la pub et à récupérer le plus de données sur leurs utilisateurs, quoi. c'est ça. Mais en tout cas ouais c'est cool d'avoir ton point de vue en tant que bah, créateur de métavers aussi. Qui du coup est beaucoup plus, enfin en tant qu'entrepreneur, enfin ou au moins démarche entrepreneuriale qui est beaucoup plus ben, les mains dans le cambouis quoi, et donc qui permet de sortir un petit peu de la hype et des grands mots. Je sais pas si dans l'audience on a des personnes qui souhaitent poser des questions, qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main vu qu'il reste 13 minutes d'émission. C'est Ouais, votre moment de n'hésitez gloire. pas, en attendant que quelqu'un lève la main, ah bah, il y a Brian qui lève la main. Euh, on invite Brian, et juste pour dire qu'à l'époque, n'oubliez pas, Facebook devait lancer sa crypto-monnaie qui était le Libra. Et effectivement, il y a une vraie guerre qui est en train de se mener. Et Swiss a tout à fait raison. C'est vraiment intéressant tout ce qu'il a dit sur la guerre des métaverses. Parce que celui qui va capter toute l'audience des métaverses va capter une énorme audience liée autour des NFT et de la et de la crypto addiction en fait. Donc Brian, salut, on a hâte de t'entendre. Salut Benjamin, salut Florence, salut Suisse, ça fait plaisir de vous revoir. Bah écoute, moi j'avais une question un peu générale pour Suisse, c'est dans l'idée d'essayer de comprendre finalement un peu la typologie des gens qui achètent des NFT, tu vois, qui sont un peu les, les crypto-natifs, quoi, comme on dit. Et puis voilà, je voulais juste demander à Suisse un truc un peu général sur en fait quels sont les gens qui viennent dans la citadelle VR. Est-ce que toi t'as remarqué des profils un peu types? Alors je sais que tout le monde reste un peu pseudonyme et peut-être un peu discret par rapport à leur vie perso, mais voilà, curieux de voir si t'avais mis en exergue quelques caractéristiques, que ce soit l'âge, que ce soit la profession. Est-ce que même toi, t'as des références, on va dire, culturelles un peu que tu considères purement crypto-lore, tu vois? Je sais que tu t'as dit que tu faisais des sculptures sur Satoshi. Est-ce que toi, moi, ce que j'appelle le mythe de Satoshi, c'est quelque chose que tu regardes souvent quand tu achètes des NFT, s'il y a des références au crypto-lore, s'il y a des références au code culturel, on va dire, d'une génération qui est pas celle des acheteurs d'art conventionnel, quoi, avec des références du monde de la science-fiction, de l'heroic fantasy, tout ça. Voilà, c'était si t'avais même des bouquins de chevet que toi tu considères la référence, tout ce qui est métaverse, là, je lisais Snow Crash récemment qui m'a fait penser beaucoup au métaverse, tu vois. Donc voilà, c'est une question un peu générale sur l'état d'esprit, sur tes codes, tes références culturelles perso et des gens que tu fréquentes dans le milieu.
Alors, t'es muté suisse, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Ah ouais, c'est bon, j'étais lancé et tout. Désolé. Non, non, super question, c'est super dense. Je disais, en fait, moi, avant de faire des meet-up en réalité virtuelle, je faisais déjà des meet-up en vrai en Suisse sur les cryptos dès 2017. Et finalement, l'observation que je fais depuis 4 ans que je réunis un peu des gens autour des crypto-monnaies, c'est qu'en fait, c'est un milieu où tu rencontres des esprits quand même assez aiguisés, quoi. C'est des gens qui sont quand même tous assez éduqués. On a beaucoup de gens qui sont dans la finance, ou qui sont dans des profils techniques de développeurs, tout ça. Et en tout cas avec, je dirais un background culturel, enfin un certain bagage, et puis une certaine culture, et puis de l'intérêt pour les nouvelles technologies. C'est beaucoup des gens qui sont dans l'anticipation de ce que va devenir notre société, qui ont une certaine vision du futur. Donc moi c'est ce qui m'a happé en fait dans ce milieu, c'est de rencontrer plein de gens comme ça qui partageaient en fait un peu les mêmes interrogations, les mêmes inquiétudes que moi, quoi. Après, à la Citadelle particulièrement, si vous passez un samedi, on a un peu de tout. Et moi, j'en suis très fier. Comme je vous disais, j'ai voulu, comme vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer aussi ce soir, j'aime bien rencontrer des débutants ou des gens qui arrivent uniquement par appât du gain pour spéculer, ou des gens qui arrivent uniquement dans l'idée de créer des œuvres d'art sur les NFT et qui se foutent de la spéculation. Voilà. Tous ces gens-là, j'aime bien en fait pouvoir juste leur expliquer pourquoi Bitcoin est différent et qu'est-ce que c'est vraiment la décentralisation finalement? Qu'est-ce que c'est vraiment l'argent et qu'est-ce que c'est vraiment la décentralisation? Parce que est-ce que on peut avoir un token dont la gouvernance est décentralisée, mais absolument pas le supply par exemple, ou l'inverse, tu vois. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien rappeler. Après, on va pas sauter sur chaque débutant à la citadelle, si tu veux. Moi, mon moyen subtil de le rappeler, bah, c'est d'avoir décoré tout cet environnement. C'est qu'en fait, quand tu te promènes dans la Bitcoin Cyber City, bah, tu vas avoir que des clins d'œil qui vont surtout parler aux initiés d'ailleurs, plus qu'aux débutants. Sauf que les débutants, ça va peut-être leur faire poser des questions. Et peut-être qu'ils vont dire, ah, mais c'est qui ce type là Par exemple, on a un club, on a un cabaret dans la citadelle avec tous les businessmen de la crypto. Bon ben voilà, des fois il y a des débutants qui disent, ah, mais c'est qui le type là-bas avec les prostituées ou avec les danseuses? Et C'est je leur explique, ben McAfee. voilà, que lui, voilà exactement, c'est McAfee ou c'est Arthur, le président de l'ancien patron de BitMEX, enfin tu vois, ce genre de truc. Donc c'est en fait par ces anecdotes-là, enfin par ces clins d'œil-là, que j'arrive à amener à l'anecdote et à partager un peu tout ça. Et du coup, moi, je suis très fier qu'à la Citadelle, justement, il n'y ait pas que du Bitcoiner pur et dur. Et on se retrouve les samedis soirs avec, comme c'est dans une ville déjà, on se capte où on veut. Donc tu peux très bien t'éloigner pour parler à un tel. On n'est pas toujours en cercle comme ça. Et puis, et du coup, il y a des sortes de mini-groupes qui se font. Donc on a par exemple des mineurs Bitcoin qui sont très assidus. On en a 3 ou 4, ils viennent tous les samedis. Bah, souvent, ils se retrouvent entre eux parce que discussion minage, faut s'accrocher et puis ça branche pas tout le monde. On a parfois les mecs vous devez les connaître, des collectionneurs de la communauté francophone, des collectionneurs qui passent souvent aussi. Yes. On a des nouveaux, on a des gens qui. Puis après, en fait, dès qu'on passe une dizaine de personnes présentes, on se retrouve à être mis en avant par la plateforme dans les mondes où il y a le plus de gens le samedi soir. Et comme on y est quasiment tous les samedis, bah après, du coup, ça amène d'autres gens qui seraient jamais venus sinon, qui arrivent directement par Altspace parce que le monde leur est suggéré. Et puis, on se retrouve avec des Américains, des Saoudiens, enfin, tout et n'importe quoi. Et du coup, j'aime bien le fait que ça crée comme ça des échanges super divers. Et en tout cas, moi, voilà, j'ai fait ça pour un peu rendre à la communauté, mais j'ai fait ça dans le but qu'on échange de tout et sur tout, quoi. C'est pas un délire de Bitcoin maximaliste contre nous, quoi. Bah, justement, si je peux me permettre de rebondir là-dessus en tant que maximaliste, est-ce que tu as été assez... Moi, j'ai été personnellement très étonné par la proportion des artistes qui étaient prêts à accepter le Bitcoin comme paiement, parce que je pense que c'est pas alors j'ai perdu le mot, enfin anecdotique le fait qu'il y ait autant de personnes qui acceptent des paiements en crypto-monnaie, parce que je pense que c'était quelque chose qui était souvent un peu la grande question avec le Bitcoin, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut acheter avec, quoi, à part juste spéculer dessus. Et le fait de pouvoir acheter des œuvres d'art et qu'il y ait autant d'artistes qui acceptent de se faire payer en crypto-monnaie, alors que je pense qu'en 4 ans, tu n'as jamais vu autant de gens qui avaient un background artistique s'intéresser au milieu des cryptos depuis qu'il y a les NFT, quoi. Et est-ce que Ouais. c'est quelque chose qui a été étonnant pour toi? Est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que tu comprends? Parce que moi, je suis toujours étonné par le nombre de personnes qui sont prêtes à accepter à se faire payer en crypto-monnaie pour des œuvres d'art. Je trouve que c'est vraiment un des exemples d'utilisation, on va dire, purement monétaire du Bitcoin, ou des crypto-monnaies en général à ce jour, quoi.
Ouais, ouais, bah bon, c'est normal si tu veux parce que bah tu crées, c'est un nouveau moyen, hein, c'est tout simplement un nouveau canal de communication. Un artiste digital, je pense qu'il y a 3 4 ans, il y avait juste quelques sites spécialisés où il pouvait se faire connaître et essayer de vendre ses œuvres. Aujourd'hui, c'est un nouveau canal, donc il y a plein d'artistes traditionnels qui essaient de s'attaquer à ce nouveau marché. Moi-même, j'ai aidé certaines personnes. Je peux vous donner une exclue, hein, mais on va en parler dans quelques jours. Mais là, par exemple, j'ai aidé un artiste que vous connaissez peut-être qui s'appelle El Diablo. C'est un dessinateur français, un illustrateur. C'est le créateur de la série Les Lascars. Vous avez peut-être dû le connaître dans votre jeunesse sur Canal+. Bah voilà, bah lui par exemple, c'est un type qui avait jamais touché au NFT, qui connaît pas du tout ce monde-là, et qui était intéressé à faire un premier drop. Donc je l'ai aidé et accompagné un peu dans cette démarche. Donc ouais, je pense que tout simplement un nouveau canal et du coup ils sont vraiment tentés quoi, ce qui est normal. Et c'est aussi pour ça encore une fois que moi je suis pas un maximaliste toxique, c'est que en fait il y a finalement, bah, je te dis Ethereum c'est moins clair que Bitcoin, donc il y a des zones d'ombre. Tout n'est pas rose si vraiment tu fouilles techniquement. En revanche, bah, ça fait tellement de bien. Il y a une telle émulsion, il y a tellement de nouveaux créateurs, il y a tellement de nouvelles choses qui sortent que on peut pas ignorer ça, on peut pas ignorer tout ce positif là. Donc j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que j'ai toujours évangélisé sur Bitcoin, mais en même temps les puristes maximalistes purs et durs me trouvent peut-être trop gentil avec les avec les autres cryptos. Et à l'inverse, parfois les Ethereum fanboys me trouvent peut-être trop maximaliste Bitcoin. Et moi ça m'est égal, je me sens bien dans là-dedans si tu veux. Bon, c'est chouette. Merci beaucoup, Brian et Swiss. Il y a Anthony et Rémi qui sont là sur scène. Comme le temps passe très vite. Anthony, tu es le premier sur la liste. Veux-tu intervenir? Oui, salut, salut. J'espère que vous Salut. m'entendez bien. Impeccable, vas-y. Salut, ouais. Parfait, parfait. Alors rapidement, moi je voulais savoir, en gros, je lisais le livre d'un ancien avocat qui a travaillé dans l'industrie de la musique et il écrit son livre en 2009 en disant qu'avec l'essor des nouvelles technologies, peut-être que les musiciens vendraient une partie de leur refrain ou une partie de leur couplet. Sauf qu'à cette époque-là, il n'avait jamais mentionné tout ce qui est NFT ou collectibles. Donc moi je voulais savoir si aujourd'hui c'est envisageable qu'un artiste sorte une chanson et qu'ils puissent vendre, par exemple, le bridge, juste le deuxième refrain en termes de droit de propriété. Est-ce que c'est quelque chose qui est concevable? Ça existe déjà, hein, Ouais. y a des plateformes qui sont spécialisées dans l'audio en fait. Du coup, moi je connais pas mal de beatmakers US et tout qui vendent déjà des pièces audio en fait. Par contre, sur les droits d'auteur, je pense que c'est plus complexe. Il y aura peut-être même des gens plus renseignés que moi pour répondre. Mais je pense que c'est un petit peu plus complexe parce que le droit d'auteur, bah, c'est souvent propre à chaque législation et compagnie. Et en fait, les NFT ne règlent pas vraiment le problème, quoi. Ouais, si je peux intervenir là-dessus, salut à tous. C'est intéressant parce que moi j'ai un pote qui est beatmaker également et qui a justement cette problématique-là. Il voulait segmenter un de ses beats et les vendre en NFT et sa maison de disques lui a dit niet, pas possible. Donc c'est une véritable problématique qu'ils ont aujourd'hui. Ils doivent discuter avec leur maison de disques quand ils en ont une parce qu'en fait, si tu veux, le NFT te donne pas les droits de propriété, les droits d'usage, les droits d'auteur réels du titre, juste un droit d'utilisation très spécifique. Par exemple, je crois que c'est Snoop Dogg qui a sorti un titre qu'il a morcelé en plusieurs NFT, et là, voilà, tu avais des droits très spécifiques liés avec. Mais c'est vrai que ça va poser un véritable problème, mais c'est aussi une énorme opportunité pour le monde de la musique que ce domaine des NFT, clairement. Ok, intéressant. Parce que si je me trompe pas, il y a le groupe King of Leon qui avait vendu, je pense, des parties de l'artwork de son prochain album à des millions de dollars. Mais là, effectivement, ça touchait pas l'audio, ça touchait l'œuvre d'art, l'image en elle-même. C'est ça, arriver à vendre les coulisses, tout ce qu'il y a autour, là, il n'y a pas de problème, effectivement. Par contre, dès que ça touche vraiment à l'audio, si tu as des contrats, et ils sont très stricts, les contrats avec les maisons de disques, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi non plus. Ouais, c'est un très bon point, effectivement. C'est une opportunité pour les artistes indépendants, en fait, qui n'ont pas encore de label, où justement ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur musique. Et je pense que ça, c'est une réflexion personnelle, donc je ne sais pas si c'est partagé, mais je pense qu'il va y avoir un énorme marché, justement, pour les œuvres visuelles, vu que c'est beaucoup d'animation, un marché, justement, où, avec le standard des NFT qui évolue, où on va pouvoir intégrer des NFT dans d'autres NFT et donc pouvoir acheter une musique. Enfin, je pense que la musique dans l'art visuel, elle va être énorme. Et donc, juste pour ça, je pense que l'audio a de beaux jours devant lui avec le NFT.
Et après, je sais qu'il y a des Français qui ont fait ça, où ils ont vendu chaque seconde, il me semble. Et Exact. c'était dans la room Good Morning NFT, NFT Morning, pardon. Et je pense que donc du coup tu peux réécouter l'épisode, mais c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. Ouais, ils ont expérimenté avec ça et ça a plutôt bien marché. Je crois que tout a été vendu et tu peux effectivement acheter seconde par seconde. Je crois même qu'ils ont fait les choses bien parce qu'ils ont travaillé avec des avocats pour que tu aies aussi en fait enfin les royalties associées en fait à la vente de la musique entière en fait, et que ça soit réparti proportionnellement au nombre de secondes que tu possèdes. Exact. Et il y a un autre souci aussi qu'il faut pas oublier, c'est que dans le cadre des beatmakers et notamment des DJ, souvent ils réutilisent des samples. Et les samples, Ouais. pareil, les droits d'auteur, il va falloir faire attention à ça aussi. Ok, ok, ben, Anthony, bah, merci pour votre retour. Mhm. Je t'écoute. je t'ai envoyé un petit message avec un compte Twitter que je t'invite à suivre si ça t'intéresse de minter des NFT musicaux. C'est un beatmaker qui s'appelle Rare Skrilla, américain, qui était peut-être le premier hein, à faire des NFT musicaux. Et ils ont un groupe Telegram qui s'appelle Crypto Music, où c'est que des artistes musicaux qui s'échangent des infos justement sur les NFT. Donc si ça t'intéresse, je t'enverrai le lien et je t'ai envoyé ça par message. Ok, c'est super, j'ai vu le chat. Bah, merci pour votre retour et à la prochaine. Merci beaucoup Anthony d'être là. Merci à Swiss. On va clôturer cette room. On essaie d'être toujours pile poil à l'heure au début et terminer pile à 19h pour vous donner envie de revenir mardi prochain à 18h avec Florent. On sera fidèle au rendez-vous et on abordera à nouveau l'art du NFT dans tous ses états, dans tous ses styles. Merci encore à Swiss d'avoir été là avec nous, de nous avoir éclairé de façon vraiment passionnante, passionnante sur Merci ce à qu'il vous. fait, sur l'avenir des métaverses, sur les bitcoins maximalistes. Je trouve ça vraiment génial ce qu'on a appris aujourd'hui. Et puis précisons qu'on sera là mardi prochain. Je vais faire mon auto-promo. Moi, je vais lancer une formation NFT pour les novices, pour les débutants. Donc, je vous en saurai plus sur mon compte Instagram l'année prochaine, non, la semaine prochaine. Et parce que j'ai beaucoup de demandes sur Instagram, des gens qui ça passionne, qui sentent que ça pourrait vraiment les concerner et qui savent pas par quel bout prendre les NFT. Et puis sinon, vous nous suivez sur Clubhouse, Florent et moi. Florent, tu es d'accord? On va clôturer alors. Yes, je suis bien d'accord avec toi, c'était hyper intéressant, merci d'être venu. La semaine prochaine, on se retrouve du coup avec Rémi qui est intervenu en fin de room pour nous parler un petit peu de ce qu'il fait vu qu'il est NFT spécialiste et journaliste de ce que j'ai cru comprendre, ou du moins entrepreneur. Donc curieux d'entendre tout ce que tu fais Rémi. Et ben ouais, merci de votre écoute. On était pas mal dans la room ce soir, donc ça fait plaisir de revoir les trafics d'avant. Et, euh, et voilà, à la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Merci, à bientôt. Salut. Merci à tous, ciao. Ciao, ciao tout le monde, Ciao, ciao. merci. Salut.